Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité. 88.3, c'est fac. ça part ici. Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de Sciencetionnel, le podcast de vulgarisation scientifique en collaboration avec le Rexus et Promosciences. Aujourd'hui, on reçoit Nancy Allard, qui est une étudiante au doctorat dans le laboratoire de Sébastien Rodrigue. Bonjour Nancy. Bonjour, merci pour l'invitation. Ben de rien, ça me fait plaisir. Dans le fond, on te reçoit aujourd'hui pour parler de bactéries et de virus. Et ça tombe bien puisque tu travailles avec des belles petites bactéries dans le laboratoire. Donc, tu vas pouvoir mieux nous éclairer sur ce sujet. Alors, on va commencer dans le vif du sujet. C'est quoi la différence entre une bactérie et un virus? Parce que les gens ont souvent tendance à les mélanger. OK. Les bactéries, dans le fond, c'est des micro-organismes qui sont vivants. C'est-à-dire que c'est une cellule qui va être délimitée par une membrane, qui va avoir une structure très simple, sans noyau, puis qui va avoir un métabolisme qui va être capable de se reproduire de façon autonome. En fait, ça fait partie du groupe des prokaryotes, puis ils vont être de taille très petite. Les plus petites bactéries vont être de 0,2 à 0,6 micromètres, par exemple la classe des molécutes. Mm-hmm. Et les plus grosses bactéries vont être autour de 15 micromètres, là, donc par exemple Bacillus megatherium. OK. Puis, dans le fond, les bactéries vont vivre dans toutes sortes de types d'environnements. Puis, c'est pas toutes les bactéries qui vont être problématiques et qui vont causer des maladies, mais même la plupart vont être plutôt favorables. Puis donc, la différence avec les virus, c'est que les virus, en fait, on va dire que sont non vivants. Donc, c'est des agents infectieux, en fait, qui vont être beaucoup plus petits. Puis, dans le fond, ils vont être constitués d'une capside qui va contenir leur matériel génétique, soit de l'ADN ou de l'ARN, mais ils vont pas avoir de métabolisme en tant que tel. Pour survivre, ils vont devoir prendre en otage une cellule, soit une bactérie ou soit une cellule humaine ou végétale. Puis, elle va carrément utiliser ces cellules-là comme une manufacture pour produire des nouveaux virus. Mm-hmm. Donc, sans cellules, les virus peuvent absolument pas survivre ou faire quoi que ce soit. Ouais. Exactement. OK. Fait que dans le fond, il y a la grosse différence qu'un virus, c'est pas vivant versus une bactérie, c'est vivant puisque c'est autonome puis c'est capable de faire son propre métabolisme avec ça. Puis aussi fonctionnellement, comment c'est bâti. Là. Dans le fond, les virus, ils ont une capside. Ils n'ont pas nécessairement d'enveloppe ou de membrane comme les bactéries. Exactement. OK. Je vais ressortir mes petites questions parce que... depuis quand est-ce qu'on est au courant de l'existence des bactéries et des virus? Les bactéries ont été découvertes vers 1676 par Antoine van Leeuwenhoek, qui est un Hollandais. Puis, en fait, il a découvert ça grâce à un microscope de sa fabrication. Parce que, justement, les micro-organismes sont tellement petits qu'on n'est pas capable de les voir à l'œil nu. Donc, ça a vraiment pris l'invention du microscope pour être capable de les voir. Mais malheureusement, il a refusé de vendre son microscope, puis il est mort un peu avec ses secrets. Okay. Donc, ça a pris un certain temps avant qu'on puisse continuer à vraiment étudier les bactéries. Faire un bon microscope qui était utilisé par tout le monde. C'est ça. Puis, dans le fond, lui, Pasteur, a beaucoup travaillé sur l'établissement que certaines bactéries étaient responsables de la fermentation, par exemple, dans la fabrication du vin. Mm-hmm. Donc, c'est à peu près... comme ça qu'on a découvert les bactéries. Pour ce qui est des virus, eux, on les a découverts un peu plus tardivement, étant donné justement leur plus petite taille. Puis les premiers microscopes n'étaient pas suffisamment puissants pour pouvoir les observer. Donc, ça a été plus tardif. Mais dans le fond, le microbiologiste allemand Adolf Meyer, il était directeur de la station agricole expérimentale aux Pays-Bas à l'époque. Puis, il a travaillé beaucoup sur la description d'une maladie qui affectait les plantes tabac.
et qui était problématique à l'époque. Le tobacco virus. Exactement, la mosaïque du tabac. Oui. C'est ça produisait dans le fond une coloration anormale des feuilles. Des fois, il était vert clair, des fois vert foncé. Donc, ça donnait une espèce de mosaïque comme ça, d'où le nom qui a donné à cette maladie-là, mosaïque du tabac. Puis, en fait, au moment de ses études à lui, il n'a pas réussi à trouver de bactéries ou de quelque chose qui causait réellement cette maladie-là. C'est plutôt en 1892 qu'un Russe, Dimitri Ivanovski, qui a fait un test justement avec des extraits de feuilles malades. Puis il s'est rendu compte que la maladie restait infectieuse même après filtration à travers un filtre de Chamberlain, qui est un filtre à l'époque qui était capable de récupérer les bactéries puis laisser passer le reste. Donc, c'était des particules qui étaient plus petites que des bactéries. Puis un autre chercheur, en fait, Martinus Benjeric, un Néerlandais. Oui, c'est ça. C'est un Néerlandais, lui, qui a refait ces mêmes expériences-là puis qui a démontré justement que c'était un virus qui était capable de... Ben, en fait, que c'est... Quelque chose de plus petit quelque chose de plus petit qu'une bactérie. C'est lui qui a amené le terme de virus, dans le fond, qui était capable justement de causer la maladie de la mosaïque du tabac. Puis là, on a découvert les premières maladies causées par des virus chez des plantes, mais ensuite, je suppose qu'il y a pas mal, tu sais, au même moment ou pas loin après, on a aussi rendu compte que, justement, s'il y en avait sur les plantes, il devait en avoir qui étaient chez nous aussi. Oui, tout à fait. Puis en fait, l'observation de maladies qui étaient causées par des virus date de vraiment très longtemps. Il y a même en Égypte ancienne, il y a des extraits c'est ce qu'on savait d'histoire, c'est ça, qui décrivaient des symptômes qui étaient causés par des virus qu'on a fini par découvrir plus tardivement. Mais, exactement. D'accord. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a des virus ou des bactéries qui sont tellement plus difficiles à combattre que d'autres? Comme pourquoi les gens ont peur des virus plus que des bactéries, mettons? En fait, il n'y a pas vraiment de traitement spécifique contre les virus. Il y a rarement des antiviraux qui vont être vraiment efficaces. Souvent, la seule chose à faire quand on est infecté par un virus, c'est d'attendre puis de laisser passer les symptômes. Tandis que les bactéries, on a découvert des antibiotiques qui étaient capables de les combattre. Mais c'est un peu un couteau à double tranchant parce que maintenant, de plus en plus, on va se retrouver avec des infections, avec des bactéries qui vont être résistantes à ces antibiotiques-là. Donc, ça amène à une autre problématique. Mais en fait, c'est que les bactéries vont... évolutivement, ils se sont développés pour être capables de s'adapter quand même rapidement à des situations stressantes. Donc, ils vont être capables de se modifier pour pouvoir résister à des environnements qui sont plus stressants. Mais c'est aussi que la bactérie, sa vie au complet dure, 18 minutes. Là. Exactement. Donc, les générations vont vite. C'est ça, la génération est très rapide. Puis, une des particularités des bactéries comparativement aux humains, c'est qu'ils vont être capables de produire des protéines en même temps qu'ils sont en train de traduire leurs gènes. Donc, ce qui se fait plus lentement chez l'humain, étant donné que l'ADN, une fois transcrit, doit traverser le noyau pour se rendre, c'est ça, dans une autre localisation dans la cellule. Tandis que chez la bactérie, aussitôt qu'un petit brin d'ARN messager est disponible, il y a des ribosomes qui vont aller se coller dessus puis ils vont tout de suite produire des protéines. Donc, ça se fait de façon couplée. Là. Donc, c'est beaucoup plus rapide. Là. Puis, comme tu disais, étant donné qu'il y a un temps de vie tellement plus court, il faut qu'il soit capable de s'adapter plus rapidement. C'est sûr que si, mettons que nous aussi, notre temps de vie était aussi court, sûrement que nous aussi, on s'adapterait. Probablement. On aurait l'impression que ça s'adapte vraiment plus vite, là, mais en fait, c'est que si on met ça à la même échelle... c'est juste qu'eux vont plus vite dans le temps, mais qu'à l'échelle, si on dit « Ah, nous, on vit 18 minutes notre vie », peut-être que c'est pas si différent finalement. Là. Je sais pas. Là, parce qu'il y a des facteurs qui font qu'eux sont bien bons, là, les bactéries, là, à s'adapter là, versus nous. Là. Est-ce que tu veux nous en parler? Oui, dans le fond, les bactéries, ils peuvent acquérir du nouveau matériel génétique de différentes façons. Pourquoi est-ce qu'ils voudraient acquérir du nouveau matériel? Parce que dans le fond, les bactéries, c'est pas comme les cellules humaines. Nous autres, les humains, on va avoir un brassage de gènes
quand il va y avoir accouplement, dans le fond, les cellules vont être constituées à moitié du matériel génétique qui va provenir de la mère, puis l'autre moitié va provenir du père. Donc, il peut y avoir un brassage de gènes. Là. C'est pour ça que même dans une grande famille avec plusieurs enfants, ben chaque enfant va avoir un bagage génétique relativement différent de ses frères et sœurs. Tandis que chez les bactéries, eux, ils vont se diviser par fission binaire. Donc, une cellule mère va donner 2 cellules filles qui sont toutes totalement identiques au niveau génétique. Donc, il faut qu'ils aillent chercher une diversité ou un brassage de gènes par d'autres façons. Donc, chez les bactéries, dans le fond, l'acquisition de nouveaux matériels génétiques peut se faire soit par des mutations génétiques, mais ça peut se faire aussi par 3 mécanismes principaux. Là. On va parler de transfert, en fait, de conjugaison, transduction ou transformation. Okay. Donc, par exemple, la transformation, il y a certaines bactéries qui vont être capables d'acquérir de l'ADN qu'ils vont retrouver dans leur environnement, qui vont l'internaliser dans la cellule, puis qui vont être capables de trouver des fragments d'ADN intéressants, puis de recombiner dans leur génome pour trouver des nouvelles fonctions ou acquérir des nouveaux métabolismes qu'ils n'ont pas encore. La conjugaison, dans le fond, c'est un mécanisme selon lequel une bactérie va se rapprocher très physiquement vers une autre bactérie. Puis, il va y avoir la formation de ce qu'on appelle un pore conjugatif qui va lier les 2 cellules. Puis, la cellule donneuse va être capable de transférer de l'ADN par ce pore-là vers la bactérie réceptrice. Donc, il pourrait y avoir échange de gènes comme ça. Dans le fond, parce que les bactéries ont un chromosome, mais on retrouve beaucoup aussi ce qu'on appelle des plasmides, qui vont être des plus petites molécules d'ADN qui sont non essentielles, mais qui vont conférer des caractéristiques intéressantes pour les bactéries. Par exemple, ils peuvent contenir des gènes de résistance ou permettre le métabolisme de différents métaux ou toutes sortes de choses qui pourraient être intéressantes pour que la bactérie puisse s'adapter à différentes situations dans l'environnement. Donc, ça, c'est la conjugaison. Puis, le dernier mécanisme, c'est la transduction. Dans le fond, ça se fait par l'entremise de virus qui vont attaquer les bactéries. Donc, on appelle des bactériophages. Donc, ces virus-là, ils vont parfois encapsider de l'ADN bactérien dans leur capside. Donc, de cette façon-là, quand ils vont réinfecter une nouvelle bactérie, ils peuvent apporter du matériel génétique qui provenait d'une autre cellule bactérienne. Mais c'est comme une erreur. Dans le fond, effectivement, chez les phages, ça va se faire de 2 façons. Soit de façon, ce qu'on appelle la transduction généralisée, qui va être souvent effectuée chez les phages qui sont dits lytiques. Donc, ils vont dégrader l'ADN bactérien de façon aléatoire. Puis, les capsides vont intégrer des segments d'ADN bactérien un peu par inadvertance, dans le fond. Donc, cette particule-là va pouvoir se retransmettre vers une autre bactérie. Ou on peut voir aussi la transduction spécialisée, qui est souvent retrouvée chez les phages tempérés. Puis eux, c'est qu'ils vont s'exciser, ils vont s'intégrer dans le génome de la bactérie, puis ensuite, ils vont s'exciser de façon imprécise, dans le fond. Donc, ils vont prendre des portions de chromosomes bactériens qui vont encapsider dans la particule virale et qui va pouvoir être transmis vers d'autres bactéries. Fait que dans le fond, eux, quand ils arrivent, ils coupent le chromosome dans quelque part, ils rentrent là, mais quand ils partent, ils coupent pas genre précisément le bon endroit où eux ils étaient au début, ils coupent trop loin ou trop... Ben, je suppose qu'ils peuvent perdre des bouts aussi de eux. Ouais, des fois, c'est ça. Mais ils coupent comme pas à bonne place. Là. Exactement. OK. Intéressant. Puis, est-ce que c'est tous les virus qui font... Ben, je veux dire, là, on parlait des virus qui attaquent les bactéries, mais est-ce que tous les virus, ils font ça? Est-ce qu'ils vont tous dans notre génome puis s'intègrent? En fait, on va parler souvent de 2 types de virus. Il y en a justement qui sont des phages lytiques. Donc, eux, leur but, c'est vraiment juste de produire des nouveaux phages puis d'infecter des nouvelles cellules. Tandis qu'il y a des phages tempérés qui, eux, justement, vont s'intégrer dans le génome bactérien. Puis, ils peuvent rester là en dormance pendant très, très, très longtemps. Puis, ils attendent, dans le fond, des conditions favorables pour pouvoir s'exciser puis se mettre à se multiplier puis à infecter d'autres cellules. OK. Fait que, mettons, je vais donner un exemple là, pour les gens. Là, mettons, l'herpès simplex, là, qui est
le feu sauvage, là, ben c'est exactement le deuxième cas. Là. Il attend dans ton génome. Quand il y a un stress, c'est comme « Oh, OK, là, c'est le temps de faire plein de bébés virus. » Puis là, ça fait une éruption. Là. Fait que ça, c'est ceux-là qui ont tendance à... Quand ils font ça dans une bactérie, ils ont tendance à partir avec des bouts qui n'ont pas rapport, puis ils peuvent l'emmener dans une autre bactérie. Puis là, elle peut décider que, OK, moi, je trouvais ça intéressant, fait qu'elle le met dans son génome. Là. Exactement. OK. Dans le fond, là, ça, donc, j'ai expliqué ça, la conjugaison, tantôt. Fait que, pourquoi est-ce que, tu sais, là, on a dit, ah oui, les bactéries, ils s'adaptent vraiment vite à leur environnement, puis tout. Mais pourquoi est-ce que la résistance aux antibiotiques, c'est aussi grave que ça l'est en ce moment, là? Parce que justement, les bactéries vont utiliser ces mécanismes-là comme la conjugaison pour s'échanger des plasmides entre eux. Puis souvent, les plasmides vont contenir justement des gènes de résistance, parfois plusieurs gènes de résistance dans un même plasmide. Donc, c'est une façon facile de se transférer de l'information chez les bactéries. Donc, c'est pour ça qu'on se retrouve dans les hôpitaux. Souvent, il va y avoir des infections qui vont être acquises à l'hôpital en tant que tel. Donc, si c'est déjà des pathogènes qui ont infecté puis qui étaient résistants aux antibiotiques, ça devient problématique. Mais comment il arrive à avoir le gène de résistance dans le plasmide à la base? Tu sais, comme on dit, mettons, il donne le plasmide de résistance à l'autre, mais le gène de résistance, il sort de où? En fait, la majorité des bactéries vont produire des antibiotiques pour se défendre contre d'autres bactéries. Donc, de façon naturelle, on retrouve il y a des bactéries qui vont produire des antibiotiques. Par exemple, beaucoup des antibiotiques qu'on produit sont retrouvés, dans le fond, chez différentes sortes de streptomycètes qui produisent naturellement ces antibiotiques-là. C'est juste que nous, on a pris avantage de ça pour justement... Mais des streptomycètes, c'est des bactéries? Oui. Ah ouais, parce que souvent, tu sais, on se dit, un antibiotique, ça vient d'un champignon parce que la compétition entre les champignons puis les bactéries... Mais les bactéries aussi sont en compétition avec les autres bactéries. Fait exactement. Eux aussi, ils font des ça dépend. Comme par exemple, la pénicilline, ça provient plus d'un champignon. Là. Donc, c'est varié. Là. Dans l'environnement, n'importe quel organisme peut se défendre contre un autre. Là. Donc, on peut en retrouver tant chez les bactéries que chez les moisissures. Puis, pourquoi, dans le fond, là, si eux, ils ont le plasmide puis ils le passent à d'autres bactéries, mais est-ce qu'ils le passent à n'importe qui? Pas nécessairement, parce que dans le fond, il y a quand même certains groupes qui vont être capables de conjuguer plus facilement. Là. Par exemple, les grammes... Dans le fond, on sépare les bactéries souvent en deux types de bactéries, grammes positifs et grammes négatifs. Donc, les plasmides vont souvent être transmis de grammes négatifs à grammes négatifs ou de grammes positifs à grammes positifs, mais les plasmides qui vont pouvoir se transmettre entre ces deux classes-là sont beaucoup plus restreints, il y en a beaucoup moins. Donc, plus c'est des bactéries qui sont rapprochées phylogénétiquement, là, donc plus proches dans leur famille, ils vont être plus aptes à s'échanger du matériel entre eux. Là. OK. C'est quoi la différence entre c'est quoi la grosse différence entre les grammes plus et les grammes moins? Il y en a un qui est comme plus méchant que l'autre ou... Pas nécessairement. Mais comme pourquoi est-ce que ils sont pas capables de s'échanger de plus à moins ou de moins en plus en général? C'est surtout au niveau de la membrane, là, de la paroi. Là, ils sont pas faits de la même façon. Là. Mais c'est surtout ça le point que je voulais qu'on dise, que dans le fond, les membranes sont différentes. Fait que c'est sûr que ça va être pas pareil. Là. C'est sûr que... Parce que les grammes moins, ils ont deux membranes extérieures, c'est ça? Oui, c'est ça. Fait que c'est comme deux couches, là. Puis je suppose que si une gramme plus arrive pour faire une conjugaison avec un gramme moins, elle va faire « Oh mon Dieu, j'ai arrivé dans la cellule », mais en fait, non, parce qu'elle a juste la première, là. Fait que ça marchera pas fort, là, je suppose, là. Exactement. C'est justement cette différence-là de composition là, qui fait en sorte que les mécanismes vont pas être les mêmes là, pour pouvoir se transférer de l'ADN. OK. Pourquoi est-ce qu'un antibiotique, c'est pas utile contre un virus? Parce que, dans le fond, les antibiotiques vont souvent aller cibler, par exemple, la paroi de la bactérie pour la déstabiliser puis faire en sorte que la bactérie ne sera plus capable de se répliquer correctement. Ou, justement, ça va aller affecter des mécanismes de réplication de l'ADN. Donc, c'est tous des mécanismes que les virus n'ont pas
eux-mêmes. Donc, on peut pas cibler les virus de cette façon-là parce qu'ils n'ont pas de parois puis ils n'ont pas de synthèse par eux-mêmes de leur matériel génétique. Donc, on peut pas les attaquer avec les mêmes cibles que les bactéries. Fait que si jamais on a un rhume puis un médecin nous donne des antibiotiques, ça sert à rien. Non, ça sert absolument à rien. Fait que ça sert à rien c'est pas une bonne prendre, prescription. OK. Non. Parce que les gens, des fois, pas prendre d'antibiotiques pour rien parce que justement, c'est super, les bactéries sont super résistantes. Et là-dessus, tu sais, dans le fond, pourquoi est-ce qu'il faut prendre nos traitements antibiotiques tout le long que ça te dit? Parce que, dans le fond, souvent, je peux pas répondre à cette question. Non, c'est trop difficile! C'est correct, moi, je vais le répondre, OK? Excuse-moi, j'ai pas chargé pour non, ça. mais c'est correct. C'est, dans le fond, je veux juste qu'on dise que les bactéries... Tu sais, mettons, si on attaque tu sais, si on attaque une population de bactéries avec un antibiotique, mais ça se peut qu'il y en ait, mettons, une qui soit résistante à ça. Mais genre, celle-là, elle va continuer à proliférer. Puis, si t'arrêtes tes antibiotiques avant les 10 jours prescrits, ben ça se peut que celle-là, elle reste là, mettons, là, à cause que, je sais pas, X, Y, elle a pas été touchée, elle était protégée, whatever. Puis, elle reparte l'infection, mais que ça soit juste celle-là qui, comme, fasse la population complète. Fait que dans le fond, tu vas avoir une population de bactéries vraiment plus tough à tuer, genre. C'est comme ça fait que ça augmente la résistance aux antibiotiques. Puis c'est pour ça que, tu sais, parce que souvent, tu vas te sentir bien après, tu sais, la petite montagne, là, tu vas te sentir bien après une couple de jours que tu prends ton antibiotique, mais si tu continues pas à le prendre, dans le fond, tu sais, toi, tu vas te sentir bien, mais les bactéries sont encore là. Puis eux, ils vont juste se reprendre du mieux. Puis là, quand tu vas reprendre ton antibiotique, ben ça marchera pas parce que t'as pas réussi à éliminer assez de la population, là, en tout cas. Mais c'est ça le problème. C'est pour ça qu'il y a plus de résistance aux antibiotiques. Encore parce que les gens sont comme « Ah non, mais je me sens bien, fait que je vais arrêter mes antibiotiques avant. » Mais non. Non, faut pas faire ça. Puis surtout pas d'en prendre si on n'a pas besoin non plus, là, parce que c'est juste encore pire. Là, parce que les antibiotiques, d'ici 20, 50, 25, 50 ans, là, on va avoir de plus en plus de misère à avoir des antibiotiques qui vont être efficaces. Ouais, parce que justement, la résistance aux antibiotiques, c'est de plus en plus problématique de nos jours. Là, puis, il va falloir trouver d'autres alternatives que les antibiotiques là, parce que... Mais tu sais, on cherche, là, puis même moi, dans ma tête, je cherche de même. Là. Mais il y a plein de choses que t'es comme « Ah oui, on va tuer une bactérie avec ça, mais on va tuer nous aussi. » Tu sais, mettons « Ah oui, je vais y injecter de l'aluminium ou je sais pas, mais... » Tu sais, oui, la bactérie, elle va pas aimer ça, mais comme nous non plus, là, fait qu'on va se tuer nous-mêmes si on fait ça, là, comme il y a des... C'est difficile de cibler précisément la bactérie, comme trouver une autre chose pour comme l'attaquer elle, mais pas nous, parce que c'est quand même similaire à nous, là, de certaines façons, les bactéries, là. Je veux dire, ils ont des membranes avec des lipides, tu sais, nous aussi, on a des membranes lipidiques, ils ont un génome, mais tu sais, nous aussi, on a un génome, nous aussi, on réplique nos génomes. Fait que, tu sais, c'est sûr que si on cible quelque chose de trop général, on risque de se tirer dans le pied puis ça n'aille pas mieux non plus. Là. Mais on cherche. Mais je pense que cette semaine, tu vois, j'ai une amie qui fait un stage à ACC, là. OK. Puis ils font de la recherche là-dessus, là, sur la résistance aux antibiotiques, là, puis ils avaient trouvé de quoi d'intéressant, là, je sais pas trop, genre un gène métaux, quelque chose de métaux, je pense, là. Je sais pas si t'as pas entendu parler. Non, OK. pas entendu parler. Ils font des recherches avec des petits cochons. Ils sont vraiment cute. OK. C'est vraiment triste. Tu savais que ça vit juste 140 jours? Ah, mais c'est pas long. Non, il les tue après pour qu'on les mange. C'est pas long, là? My God, moi, j'étais comme, oh mon Dieu. OK. Il y a des bactéries qui vivent dans différents environnements. Pourquoi est-ce qu'on trouve des bactéries dans autant d'environnements différents que ça? Dans le fond, les bactéries ont suivi avec l'évolution. Là, fait que aussitôt qu'il y a des nouveaux environnements qui se créent, nécessairement la vie va naître dans ces environnements-là. Là. Fait qu'il y a vraiment toutes sortes de bactéries très extrêmes. Là. Il y a
toutes sortes de choses différentes qu'on peut retrouver. Il y a des bactéries qui vivent dans des profondeurs d'eau de genre 2500 mètres où est-ce qu'il n'y a aucune lumière solaire qui se rend, mais qui sont capables d'utiliser l'énergie lumineuse qui provient du noyau de la Terre pour réussir à se diviser à peu près une fois tous les 2 à 3 ans. Eh boy! OK. Ouais. C'est vraiment intense. Vraiment. Il y en a d'autres qui vont s'adapter à des températures vraiment extrêmes. Par exemple, Sulfolobus va croître dans des sources chaudes à un pH de 1 à 3 sur une échelle de 12. Puis il y a d'autres bactéries qui vont vivre, par exemple, dans des fissures volcaniques qui sont autour de 50 à 90 degrés Celsius. En fait, la bactérie la plus extrême au niveau des températures, c'est Pyrodictium, qui est capable de vivre sous pression à 110 degrés Celsius. Eh boy! Donc, elle bouille pas? Non, elle vit dans ces environnements-là. Elle est adaptée pour vivre dans ces environnements. Parce que si elle a de l'eau dans son corps... Ben, c'est son mécanisme de survie est différent, dans le fond. C'est vraiment impressionnant, mon Dieu. Moi, j'y vois juste la petite bactérie qui bouille, là, mais OK. C'est vraiment intéressant. Il faudrait que je check ça. Parce qu'elle doit avoir des façons de gérer sa chaleur interne parce que ouais. Ça n'a pas de sens, là. Elle va bouillir. Là. Ah oui, et on va parler des bactéries qui sont bonnes pour nous. Parce que là, on n'arrête pas de parler que les bactéries, c'est méchant, puis tu sais que c'est résistant aux antibiotiques, puis là, ils sont partout, mais comme, est-ce qu'il y a des bactéries qui sont bonnes pour nous? Absolument. Dans le fond, toutes les bactéries qui sont dites probiotiques, c'est des bactéries qui vont être favorables pour la santé puis qui vont promouvoir la croissance d'autres bactéries qui sont bonnes pour nous. Donc, dans notre corps à nous, on est constitué de vraiment une grosse quantité de bactéries. Je pense qu'on peut quantifier ça à l'ordre de 1 à 2 kg de bactéries dans nos intestins. Là. C'est vraiment énorme, la quantité de bactéries qu'on porte. Puis, dans le fond, la plupart d'entre elles vont être bénéfiques là, pour nous. Là, sinon, on ne pourrait pas maintenir la santé aussi longtemps. Mais donc, qu'est-ce qui nous apporte tant que ça? En fait, ils vont intervenir dans toutes sortes de choses. Ils vont produire des vitamines, ils vont produire des acides aminés, ils vont produire des substances qui vont dégrader, par exemple, ils vont agir un petit peu comme détoxifiants, là. Donc en attaquant des substances qui peuvent être cancérigènes ou toxiques là, pour nous. Donc, sont vraiment... en fait, on ne pourrait pas survivre sans les bactéries. Là. Tant que ça? Ben, c'est comme vraiment un échange mutuel là, entre elles et nous. Là, donc, est-ce qu'on a déjà essayé de faire des êtres vivants, pas de bactéries? C'est très complexe là, parce que déjà, juste à la naissance, tout de suite, tu deviens en contact avec les bactéries, que ce soit juste par passer au travers du vagin de ta mère, puis ensuite avec tout l'air ambiant. Donc, il y a plein de bactéries qui vont coloniser, par exemple, la surface de notre peau. Puis c'est toutes sortes de bactéries différentes qu'on va avoir même dans les muqueuses nasales ou au niveau de la bouche. Donc, c'est vraiment... sont importantes dans le fond. Puis au courant de la vie, ça va être des populations différentes qu'on va avoir. Puis ça va se stabiliser un peu vers l'âge adulte. Là, mais il y a vraiment toute une chaîne. En fait, les bactéries sont vraiment essentielles. Là. Ça a été démontré que les bébés qui naissaient par césarienne n'étaient pas aussi bien colonisés par les bactéries que ceux qui naissaient de façon normale. Mm-hmm. Donc, on apprend de plus en plus là, que les bactéries sont vraiment essentielles puis nécessaires là, pour la survie puis le bon fonctionnement, dans le fond, de notre corps et tout. Là. OK. Puis, dans le fond, c'est différentes sortes de bactéries parce que je suppose qu'il y a comme plein de sortes de bactéries qui vivent dans nous, là. Mais est-ce que ces bactéries-là qui ont des façons de se communiquer de l'information ou de je sais pas moi, de comme parler? Oui, ils ont comme un langage, si on peut dire. Ils se communiquent en fait avec des molécules chimiques. Là. Donc, c'est assez surprenant. Là. En fait, ce mécanisme-là, en anglais, on va appeler ça le quorum sensing.
Mhm. Il y a beaucoup de bactéries, entre autres des pathogènes, qui vont se servir de ce moyen de communication-là pour justement être plus efficaces dans leur infection. Donc, tu sais, si on pense, par exemple, Pseudomonas aeruginosa va utiliser ce genre de current sensing-là pour savoir si la population de bactéries est grosse ou pas. Donc, si, tu sais, les bactéries ont l'impression qu'ils sont peut-être une dizaine, une vingtaine, ben c'est peut-être pas l'idéal d'essayer de commencer à infecter parce qu'ils seront peut-être pas suffisantes pour vraiment bien implanter l'infection puis être capables de subsister. Donc, ils vont envoyer des molécules dans l'environnement, puis ces molécules-là vont être captées par les autres bactéries, puis à un certain moment, ces molécules-là vont être en assez grande quantité, puis ils vont permettre aux bactéries de savoir, OK, là, c'est le moment de commencer à exprimer nos gènes de virulence, puis de commencer l'infection parce qu'on est suffisamment pour que ça fonctionne cette fois-ci. Là. Donc, ils vont vraiment concerter leur action pour être plus efficace. OK. Puis, tu sais, on a parlé que la semaine passée, il y a 2 semaines, j'ai parlé que mettons, les globules blancs sont attirés vers les bactéries ou les choses qu'il faut qu'ils mangent. Là. Mais est-ce que les bactéries sont attirées par certains trucs? Ou, ben, tu sais, là, il t'a dit qu'il y avait le Scrum Sensing, fait qu'ils vont faire, oh, OK, genre, je sais qu'on est beaucoup là, mettons, je peux aller avec mes amis, peut-être. Mais comme, si, mettons, il y a une nourriture X, est-ce que les bactéries vont faire « Oh, genre, je dois aller là pour me nourrir » ou ils n'ont pas ça? Ben, ça dépend. C'est sûr que, dépendamment de l'environnement, ça va être différentes bactéries qui vont vivre dans ces environnements-là. Donc, puis en fait, tu sais, par exemple, dans nos intestins, souvent, si jamais il y a un débalancement causé par du stress ou différentes choses, ben là, il y a des bactéries qui sont dites opportunistes qui vont justement prendre avantage de ce débalancement-là pour, elles, commencer à se multiplier plus puis potentiellement causer des infections. Mm-hmm. Donc, c'est toute une balance qu'il faut gérer, dans le fond, pour... Ça se passe, mais on n'est pas trop au courant, mais ça a des gros impacts sur nous quand même. Exactement. Là. Puis, de quelle façon est-ce qu'on a utilisé les bactéries à notre avantage? Parce que là, on les a étudiées, on sait c'est quoi, on sait qu'il y en a des mauvaises. Là, on avait vraiment focusé là-dessus au début parce que c'était comme un problème intense. Là, il y a beaucoup de gens qui mouraient de ça. Là. Mais maintenant, on sait qu'il y a beaucoup, beaucoup de bonnes bactéries. Puis, est-ce que nous, dans le fond, c'est quoi les choses qu'on fait? Comment on optimise? Comment on utilise ces choses-là dans notre vie? Ben, c'est assez surprenant. Là. Ça prend beaucoup de place dans notre vie sans qu'on s'en rende vraiment compte. Par exemple, dans l'alimentation, il y a beaucoup de bactéries qui vont être utilisées, par exemple, pour produire des yogourts, des fromages, des boissons comme le kombucha. Donc, c'est vraiment toutes sortes de bactéries qui sont utilisées pour faire ces produits-là. Puis, en fait, même juste dans l'environnement, ils sont extrêmement importantes juste pour gérer, dans le fond, la production de la matière organique puis sa décomposition. Puis ils interviennent beaucoup dans toutes sortes de cycles biochimiques, comme celui du carbone, du soufre, de l'azote. Donc, les bactéries vont aussi... dans le fond, ils contribuent beaucoup à l'équilibre des organismes pluricellulaires. Puis, dans le fond, c'est ça. Mais c'est vrai que, tu sais, il y a le vin, il y a la bière. Mais, tu sais, là, OK, il y a l'alimentation, mais est-ce qu'il y a d'autres façons qu'on utilise les bactéries que pour, mettons, des choses qui font déjà de base, comme, mettons, la fermentation alcoolique, ben, il y a des bactéries ils produisent de l'alcool naturellement, qu'on fait juste prendre ça, on l'isole, puis on comme prend avantage de cette chose-là en particulier, mais est-ce qu'on peut s'en servir de d'autres façons? Oui, tout à fait, parce que dans le fond, les bactéries, ça peut être des petites usines qui sont très efficaces puis très peu coûteuses à produire. Fait qu'on peut produire toutes sortes de choses. Par exemple, l'insuline va être produite par des biofermenteurs de bactéries. C'est une façon très simple et peu coûteuse de produire cette molécule-là plutôt que de l'extraire des foies des animaux qui nécessitent beaucoup d'animaux. Puis, ouais, puis c'est pas super mal plus complexe. Là. Parce que là, il faudrait qu'on... Dans les animaux,
on ferait ça dans des animaux. Ah, de leur insuline à eux. Ben, Voler leur initialement, insuline. ils prélevaient l'insuline des du animaux. foie de porc ou... ouais. Ah ouais, fait que, mettons, Ouais. ils tuaient les animaux. Exactement. Ah, mon Dieu, mais ça devait être... Ben là, je veux dire, Ben, mettons, le porc, on en mange des jus. non, c'est ça. Ils récupéraient ces organes-là pour extraire l'insuline, mais c'était extrêmement coûteux Ouais, ça doit être compliqué. comme façon de faire et très compliqué. Tandis que là, quand tu insères les gènes dans E. coli, ils peuvent te produire ça de façon en grande quantité pour un très faible coût. Mais eux, ça leur dérange pas d'avoir genre, plein d'insuline autour d'eux. Ben, dans le fond, c'est des systèmes qui vont être faits pour que, justement, la production soit le plus efficace possible puis que ça altère le moins possible la croissance de la bactérie en tant que telle. Là. Mais on peut pas décider, mettons, de faire n'importe quoi parce que je suppose qu'il y a des molécules qui vont être toxiques pour les bactéries ou les organismes. Mais avec un peu d'imagination, il y a toujours moyen de contourner les effets négatifs que ça peut apporter. Donc, j'avoue, si on le retire rapidement, ou je sais pas, là. Mais il faut quand même nourrir cette petite usine-là. Là. Ça doit... Hey, ça imagine, c'est des biofermenteurs, là, ça doit être gros, là. Oui, il peut en avoir de plusieurs litres. Là. Ouais, ça peut être assez impressionnant. Faut que tu le nourrisses, là, cette petite usine-là, là, parce que ça mange. Là. Mon Dieu, OK. Puis est-ce tu sais, là, on parle un peu de programme comme médical, là, parce que l'insuline, c'était quand même un gros problème là, avant, là, si c'était aussi compliqué à extraire puis tout. Mais est-ce que les virus, on s'en sert en médecine aujourd'hui? On est juste comme... Ben, quand on a découvert les virus, justement, il y a eu un engouement là, pour l'utilisation de ces virus-là contre les bactéries. Mais au départ, les effets étaient un petit peu mitigés, puis on a rapidement découvert la pénicilline puis d'autres antibiotiques. Donc, on a laissé un peu tomber cette technologie-là. Mais de plus en plus, justement, à cause de l'émergence des pathogènes qui vont être résistants aux antibiotiques, on recommence plus à s'intéresser à ce genre de technologie-là pour essayer de traiter des maladies avec des bactéries qui sont résistantes aux antibiotiques. Là. Ah ouais, fait qu'on utilise mettons, des phages spécifiques pour, mettons, une telle sorte de bactéries, mais c'est si spécifique que ça, les bactéries, les virus? Oui, les virus, ils vont être assez spécifiques. Là. Ils vont, même à l'intérieur d'une classe de bactéries, ils vont pas toutes infecter les types de bactéries. Là. Ils vont cibler des fois un type de colis en particulier, mais pas d'autres types, là. Puis eux, ils seraient pas, mettons, susceptibles à muter, puis à... Oups, on attaque tous les bacillus maintenant. Potentiellement, mais c'est plus complexe, là. Ouais, parce qu'ils se reproduisent pas tout seuls, puis tout, là, mais... Puis c'est tellement petit, de toute façon, il n'y a pas grand-chose... Comme souvent, je suppose qu'une mutation, ça va être mortel, là, parce qu'il y a quasiment rien dans un virus, là. C'est à peine si leur gène... passe partout, là, qui font genre 5 affaires. Là. Ben, c'est ça. En fait, les mutations, c'est juste les mutations qui vont être favorables qui vont être conservées. Là. Donc, il y a comme une balance à obtenir. Il ne faut pas que le phage soit trop virulent non plus, parce que s'il tue trop rapidement son hôte puis qu'il n'est pas capable d'aller infecter d'autres cellules autour, c'est pas plus efficace. Là. Donc, il y a une balance. Ils n'ont pas intérêt à être trop rapide, là, comme, mettons, l'Ebola. Là. L'Ebola, c'est mon exemple préféré parce que l'Ebola, il est pas calme. Là. Comme, il me semble que c'est surprenant qu'il soit encore là. Il va vite en tabarnouche. Là. Il me semble que c'est vraiment violent. Là. Ça dure longtemps. C'est comme paf! Puis genre, les symptômes sont dans ta face puis tu meurs déshydraté là, de l'Ebola. Là. Il me semble que c'est sketch. Il me semble que si on avait eu de l'Ebola ici, ça serait comme réglé puis il n'y aurait plus d'Ebola. Ça serait moins propagé, là, disons. Parce que c'est comme, on a juste à comme prendre les gens morts, mettons, une fois qu'ils sont morts, là, mais comme malades, puis les mettre en isolement intense, puis ça va être chill, parce que ils vont mourir tellement vite ou on va les soigner. Ben là, je veux dire, on peut pas les soigner, je pense, là, fait que peut-être, en tout cas. C'est compliqué, l'Ebola, là, je sais plus si on peut les soigner, mais en tout cas, on l'aurait sûrement mieux contenu ça, parce que ça, c'est comme intense, là, puis il y a d'autres virus qui sont comme, ah non, moi, je vais genre jamais te tuer, puis comme... je vais vivre ma petite vie tranquille dans ton corps pour toujours, là, genre l'herpès, là, puis les feux sauvages, puis tout. Là. Mais est-ce que, tu sais, je sais que j'ai entendu parler récemment là, ils utilisaient des genres de petits nanovirus pour comme, des nanos... Est-ce qu'il a dit des nanorobots, là, mais si c'est la taille d'un virus, là, ça, je suis comme... je sais pas trop, là. Mais comme,
des genres de choses ils prennent sur leur dos mettons, de la chimiothérapie. Puis là, ils vont jusqu'à... Non, t'as pas entendu parler de ça? Non, ils prennent le genre de la chimiothérapie. Puis là, vu que leur cible est comme super précise, ils s'en vont jusqu'à leur cible. Puis là, les gens font les virus pour qu'ils ciblent précisément, mettons, quelque chose qu'une cellule cancéreuse exprime. Là. Puis là, ils s'en vont là. Il y a de plus en plus un regain aussi pour l'utilisation de bactéries vivantes là, pour justement traiter le cancer. Là. Parce que naturellement, les bactéries, celles qui sont utilisées pour ça, ils vont préférer les endroits où est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'oxygène. Puis il se trouve que les tumeurs solides, ça va être un environnement qui est justement pauvre en oxygène. Donc, en injectant le virus, soit de façon orale ou de façon intraveineuse, les bactéries vont être capables d'aller trouver elles-mêmes les zones tumorales. Puis dans le fond, c'est ça, il y a des compagnies qui vont programmer leurs bactéries pour qu'ils fassent une action spécifiquement une fois qu'ils sont rendus dans la tumeur. Donc, ça va être beaucoup plus ciblé, puis ça va avoir beaucoup moins d'effets secondaires généralisés dans tout le corps, là, étant donné que, justement, l'action va être faite à l'endroit où ça doit être fait dans les cellules qui sont problématiques et non pas partout, n'importe où dans le corps. OK. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est comme à quel point comme on est comme OK, on va utiliser les bactéries pour mettons laver des sols, là. Mais comme eux ils ont genre acquis comme ils ont acquis la permission de détoxifier, mettons, de prendre de l'aluminium dans leur corps, mais c'est comme mon Dieu, mais ça c'est parce qu'ils ont évolué dans tellement d'environnements différents, là, je suppose, là, mais c'est comme fou à quel point c'est comme, oh mon Dieu, genre, j'aimerais ça inventer ça, puis je serais même pas capable. Là, fait que là, je suis comme, ouf, genre. Mais c'est pas. Je suppose que, mettons, je veux prendre ça, puis le mettre chez une autre bactérie, c'est pas nécessairement possible. Quand même, là, de plus en plus, là, avec la biologie synthétique, on est quand même capable de. Même avec, mettons, je sais pas, mettons, c'est un gène d'une bactérie obscure, là, puis je veux la mettre dans un E. coli. Ouais, on est capable, tu sais, on connaît le code génétique puis qu'est-ce qui est utilisé par les bactéries, fait qu'on peut même recoder les gènes pour que ce soit plus facilement exprimé chez une bactérie. Mais ça va pas, mettons, tu sais, mettons, E. coli, elle a jamais vu ça, elle va pas faire, oh mon Dieu, ça me toxifie finalement parce que je sais pas. Faut le tester, dans le fond. On peut pas savoir avant de l'avoir essayé. Mais il y a souvent des méthodes qu'on peut utiliser pour introduire des nouveaux gènes chez les bactéries. Puis ça peut être surprenant à quel point on est capable de introduire une nouvelle voie métabolique ou faire produire certaines molécules qui nous intéressent. Là. Parce que une bactérie, c'est pas si gros que ça non plus. Fait que je suppose que ça en rajoute. On double son chromosome, là, elle doit pas être super contente non plus. Là. Ça doit être comme problématique. Là. Oui, c'est sûr que ça va avoir un coût sur son fitness, là, si on peut dire. Là. Elle va se diviser peut-être plus lentement, puis elle va peut-être avoir un peu plus de difficulté à vivre. Mais les gens qui travaillent là-dedans, dans le fond, ils ont toutes sortes de trucs pour essayer de justement compenser, puis faire en sorte que la bactérie, elle va être quand même bien viable, puis qu'elle va bien se diviser, même si on lui ajoute un fardeau, si on peut dire, en produisant certaines protéines. C'est vraiment intéressant. À quel point c'est malléable, une bactérie. Puis ce qui est cool, c'est que ça se divise tellement vite que comme tes résultats sont rapides, là, tu les vois vite. Là. Exactement. Puis il y a même des techniques en laboratoire qui permettent de faire évoluer. Donc, tu peux faire une évolution accélérée chez les bactéries pour justement qu'ils s'adaptent à ce que tu leur demandes de faire. Donc, tu vas favoriser les bactéries qui vont être capables de croître dans ces conditions-là. Puis, tu peux jouer un peu à... Fait que, mettons, tu les mets je sais pas moi, en présence de une molécule X, ils peuvent genre évoluer pour résister ou genre bien s'adapter à cette molécule-là. Oui, ben c'est ça. Souvent, c'est possible de rendre des bactéries résistantes à certains antibiotiques juste en les exposant à des concentrations croissantes de cet antibiotique-là. Puis éventuellement, tu vas pouvoir réussir à isoler une souche de cette bactérie-là qui va être résistante à cet antibiotique-là, étant donné que par adaptation, ils ont fini par... être capable de croître en présence de cette molécule-là. Mm-hmm.
Même avec, mettons, des métals, parce que des antibiotiques, tu sais, les gestiques en laboratoire, des fois, on veut là, pour les sélectionner puis tout, mais mettons, on veut pas là, dans la vie là, qu'ils soient résistantes. Là. Fait qu'est-ce que, mettons, on pourrait faire ça avec des métaux? Probablement, parce qu'il y a quand même des bactéries qui vont être utilisées justement pour récupérer des métaux précieux, par exemple, qui vont être utilisés pour... Genre de l'or? Non. Dans le fond, il y a certaines bactéries qui vont être utilisées dans des procédés de biolexivation, qui est une technique d'extraction des métaux, par exemple le quartz, qui va être faite par les bactéries. Donc, ah ouais? Ouais. Comment ils font ça? Je pourrais pas te l'expliquer. OK. Ah ouais? Le quartz, c'est fait par des bactéries? Ben, il extrait des roches brutes, là. Ah! À partir de... OK. Ah, avec tout le un temps? procédé de... Ben, sûrement pas, là. Je veux sûrement dire, pas, ça il doit y existe, avoir du d'autres quartz, façons, là. là, mais il y a certains procédés qui sont faits avec ça. Là. Hein, pourquoi on voudrait extraire du quartz avec des bactéries? Genre, ça va dedans la bactérie ou les bactéries mangent le pas quartz? Faudrait que je... c'est pas regarder compliqué. ça en détail. Mais ça s'appelle la La biolexiviation, mais c'est comme pour... souvent, c'est dans les mines, là, où il extrait des métaux précieux. Il va souvent y avoir justement une espèce de boue acide qui va sortir de ces résidus miniers-là, puis qui est super toxique pour l'environnement, mais qui peut être traité par certaines bactéries. Ben, merci d'être venu au podcast. Ça nous fait un petit tour de qu'est-ce que c'est ça des bactéries, des virus, puis que c'est pas la même chose du tout, en fait. Donc, sur ça va nous donner des bonnes bases pour qu'on puisse parler de microbiote puis d'autres sujets dans le futur. Alors, merci. Ben, merci pour l'invitation. Ben, merci. Bonne soirée. Bonne soirée.